Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de ce jour. Avant toute chose, j'ai entendu vous souhaiter mes meilleurs vœux de nouvel an pour l'année 2025. Que Dieu puisse réellement vous bénir, vous combler de toutes sortes de bénédictions, vous donner le désir de votre cœur, que tous les vœux que vous avez formulés pendant les années passées et particulièrement l'année 2024, tous ces vœux soient comblés durant cette année, c'est ma prière. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'est séparés, on n'a plus eu à s'entretenir. Cela a été dû tout simplement à des occupations qui nous avaient pris, qui avaient fait que on ne puisse plus assez pouvoir nous concentrer pour nous entretenir. Aujourd'hui, j'ai profité de ce temps qui m'est accordé pour un peu faire une petite vidéo au sujet d'un sujet aussi important, très important parce que c'est un sujet d'actualité. C'est vrai que nous avons parlé avec vous au sujet du changement, de la révision de la Constitution et tout ça. Mais j'ai entendu aujourd'hui changer un peu des choses pour aborder une question qui fait pareillement débat aujourd'hui. C'est la question de la levée du moratoire concernant l'exécution de la peine capitale, la question des condamnations, notamment des présumés Koulouna. Je dis présumés parce que, bien qu'ils aient été condamnés, la peine, ou plutôt les décisions qui ont été prononcées contre eux ne sont pas encore devenues définitives. Mais sur le plan de principe, des voix se sont élevées pour condamner d'abord l'existence de la peine capitale dans notre arsenal juridique. Et ensuite, sont prononcées par les juridictions et aussi, enfin, son exécution ou les menaces d'exécution. Sur la question, nous devons savoir qu'il y a deux courants de pensée dans le monde. Il y a le courant qu'on appelle le courant des rétentionnistes, donc ceux qui veulent qu'on retienne dans l'arsenal juridique la peine de mort, et les abolitionnistes, ceux qui veulent qu'on puisse abolir la peine capitale pour des raisons diverses. Et ce sont ces deux courants-là qui s'opposent. Mais dans la foulée, dans le courant des rétentionnaires, des abolitionnistes plutôt, il y en a qui estiment que l'arsenal juridique congolais tel qu'il se présente aujourd'hui ne comprend plus la peine de mort. Cette peine aurait été déjà abolie tantôt par les dispositions constitutionnelles, tantôt par les engagements de la République démocratique du Congo, les engagements internationaux. Qu'en est-il dans tout cela? Voilà un peu le cadre de débat. La question que nous sommes en train d'aborder, c'est une question éminemment juridique. Et sur le plan du cadre légal, comme nous le savons, c'est une question qui relève de la loi congolaise. Mais comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo, en tant qu'État, est appelée à prendre des engagements sur le plan international. Et ces engagements-là, lorsque vous prenez des engagements internationaux, malgré votre souveraineté, vous êtes obligé de les tenir.
Et c'est là qu'il y a, n'est-ce pas, des critiques adressées au gouvernement, notamment par les organisations internationales de droits de l'homme, pour dire que la République a contracté des engagements internationaux au sujet de l'abrogation de la peine de mort, mais lorsque un autre courant revient pour, n'est-ce pas, lever le moratoire, commencer à prononcer, commencer à exécuter même la peine de mort, ce serait la violation des engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Donc c'est autant dire que la question relève d'abord du droit interne de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez l'article 2 de la Charte des Nations Unies, en son point 7, vous allez voir quels sont les principes, n'est-ce pas, que les Nations Unies respectent dans leur fonctionnement. D'après cette disposition de la Charte donc, de 1945, n'est-ce pas, la Charte des Nations Unies, les Nations Unies et leurs membres doivent agir conformément à certains principes. Et au point 7, cette charte dit qu'aucune disposition de la charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. C'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. La question de la loi, la question du droit pénal d'un État relève essentiellement de la compétence interne de cet État-là. Et les Nations Unies s'interdisent d'intervenir dans ces affaires-là. C'est le principe de non-ingérence. Et ce principe vient compléter celui de la souveraineté. Et la souveraineté suppose l'indépendance. L'indépendance qui veut qu'il n'y ait pas des interventions extérieures pour limiter le pouvoir de l'État à régir les biens, les citoyens, les affaires intérieures de cet État-là. Donc le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Mais en dehors de ce principe, comme je l'ai dit, il y a aussi le principe qui voudrait que lorsqu'un État prend des engagements sur le plan international, que ces engagements-là soient donc respectés. Sur le plan interne, comme je l'ai dit, non-ingérence. Et lorsque vous allez à l'article 122.6 de notre Constitution, vous allez voir, n'est-ce pas, que c'est la loi. C'est une matière du domaine de la loi. C'est la loi qui fixe les règles concernant la détermination des infractions et des peines. Donc, c'est une matière qui est du domaine de la loi. Donc, les Nations Unies n'ont pas à nous imposer quelles sont les lois que nous, en tant que nation, en tant qu'État, nous devons prendre. C'est une matière intérieure. Mais, il y a aussi le principe qui voudrait que pacta sunt servanda. Donc, on doit respecter les pactes ou les conventions internationales. Lorsqu'un État limite sa souveraineté en se liant par un traité, notre Constitution elle-même voudrait que ces traités-là aient une autorité supérieure à celle de nos lois internes. Et lorsque vous lisez la Convention de Vienne sur le droit des traités, vous allez voir que l'État ne peut pas se réfugier derrière ces lois internes pour se soustraire à ces engagements souscrits par voie des conventions. Lorsque vous vous engagez
par voie de convention, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de respecter ce que vous avez dit. Donc, voilà un peu le cadre de débat, je dirais le cadre légal de ce débat. Donc, pour aujourd'hui, j'ai entendu un peu poser ces cadres pour que nous puissions examiner cette question aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Je crois que lorsque je vais revenir, je veux maintenant sur le plan interne voir est-ce que notre constitution a effectivement aboli la peine de mort comme cela nous a été dit. Est-ce que nous pouvons encore continuer à prononcer cette peine de mort? Est-ce que ce ne serait pas la violation, comme cela nous a été longuement dit, la violation du droit reconnu, le droit à la vie? Le droit à la vie. Est-ce que en prononçant la peine de mort, on n'a pas violé la Constitution? Comme vous le savez, la Constitution, c'est la loi suprême à laquelle doivent se conformer toutes les autres. De telle sorte que si le code pénal, notre code pénal qui contient une disposition, n'est-ce pas, énumérant la peine de mort dans, n'est-ce pas, l'arsenal de peines qui peuvent être prononcées par les juges chez nous, est-ce que cette disposition est encore constitutionnelle dans l'état actuel de notre Constitution? Et enfin, nous allons aller sur le plan international pour voir est-ce que nous n'avons pas violé nos engagements internationaux. Voilà un peu le cadre de notre prochaine intervention. Je vais me limiter par là en traçant ce cadre et je crois que nous allons revenir avec des recherches très fouillées pour vous faire un état des lieux complet de la question, de telle sorte que ce ne soit pas des analyses à peu pristes auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc, en attendant, je vous dis bonjour et à la prochaine. Et je vous souhaite bien de bonnes choses. Restez donc dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci bien et à la prochaine.